passer la parole, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir invité à parler du 18e. Dans la perspective gaulienne, je vais essayer de mettre en synergie le politique, les relations diplomatiques et le culturel. Il se trouve que le XVIIIe siècle est encore un siècle où la Pologne joue un rôle en tant qu'État et intéresse la France. Le XIXe siècle, comme vous le savez, c'est une longue période de la grande difficulté des Polonais qui ne sont pas représentés par un État. Voici donc un vaste sujet auquel on avait déjà consacré quelques études substantielles. Celui qui avait établi les premiers jalons de cette problématique, ce fut un éminent spécialiste des rapports culturels polono-français, le professeur Jean Fabre, dont l'énorme et pertinent ouvrage Stanislas August Poniatowski et l'Europe des Lumières, paru à Strasbourg en 1952, avait nourri pendant très longtemps les enquêtes littéraires et historiques de nombreux chercheurs de ma génération. Parmi les ouvrages plus récents, signalons le livre de François Rosset, notre collègue et membre du conseil d'administration de la Société historique et littéraire polonaise, François Rosset. Ce livre est intitulé L'arbre de Cracovie, le mythe polonais dans la littérature française, dans lequel les questions liées au XVIIIe siècle occupent une bonne centaine de pages. Dans ma communication, je vais essayer de trouver le point d'ancrage et le centre de gravité du thème polonais dans l'espace historique, voire littéraire du XVIIIe siècle français, sans pour autant renoncer à la description d'un parcours diachronique. Nous pouvons en aucun cas faire fi des tensions idéologiques de l'époque. Nous savons que le XVIIIe siècle n'est pas uniquement celui de la tradition littéraire, mais il est avant tout celui des ruptures passionnantes et remodelages mentaux spectaculaires. La Pologne vue de la France au début du XVIIIe siècle ne suscite en apparence que très peu d'intérêt. Par rapport à des moments forts de la diplomatie française qui s'incarnent avec le séjour du roi Henri III, Valois, sur le trône de Pologne, ensuite deux reines françaises, la femme de Ladislas IV, Louise Marie de Gonzague, puis ensuite Marie d'Arquien, la femme adorée de Jean Sobieski. Alors tout ça, c'était déjà le passé. Et puis le début du XVIIIe, c'est une période où on regarde la Pologne avec beaucoup d'étonnement, la République nobiliaire qui se définit comme rempart de la chrétienté occidentale, fière de récents exploits militaires du grand capitaine et roi Jean Sobieski, sombre progressivement dans une léthargie. Les frontières sont de plus en plus poreuses, l'instabilité politique due aux convoitises tartares, turcs et moscovites sont de plus en plus gênantes. Son armée est fortement diminuée, son trône est électif, son économie est dévastée par des guerres incessantes du siècle passé. Néanmoins, Louis XV continue à soutenir
le parti français à Varsovie. S'il est vrai qu'il ne réussit pas à maintenir son candidat Stanislas Leszczyński sur le trône de Pologne, il épouse au moins sa fille Marie en 1725. La mort d'Auguste II de Saxe, redoutable rival de Stanislas Leszczyński, est le point de départ dès l'année 1733 d'une guerre européenne, guerre de la succession de Pologne, à laquelle prennent part l'Autriche et la Russie d'un côté, en soutenant la candidature du fils du roi décédé, et la France de l'autre, en proposant à la tête de la République le beau-père de Louis XV, Stanislas Leszczyński. Sur la proposition du roi de France, Stanislas Leszczyński a donc la chance d'être élu roi de Pologne à l'unanimité, mais aussitôt, il se trouve battu par les troupes russes et se voit obligé de se réfugier à Gdańsk avec le primat de Pologne, l'ambassadeur de France Monti et une poignée de ses fidèles. En ce temps-là, la France combat victorieusement en Italie et refuse d'envoyer ses troupes en Pologne. Dans ses lettres, l'ambassadeur Monti supplie constamment Versailles en démontrant l'urgence d'une aide militaire. Le cardinal Fleury s'en amuse en faisant signer par Louis XV de belles promesses qui ne seront jamais tenues. Sur ces entrefaites, le comte Robert de Pleylo, l'ambassadeur de France au Danemark, décide de sauver l'honneur de sa patrie. Dans un geste héroïque, il rassemble sous ses ordres 3000 volontaires et se porte au secours du roi Stanislas de Gdańsk. À l'issue d'une lutte inégale, Pleylo trouve la mort, Gdańsk doit capituler et l'ex-roi de Pologne se sauve in extremis en Prusse, où il profite de l'hospitalité de Frédéric Guillaume avant de prendre le chemin de la France. La guerre se termine par le traité de Vienne en 1738. Le duc de Lorraine, François, le mari de Marie-Thérèse d'Autriche, cède son duché à Stanislas Leszczyński et se trouve lui-même dédommagé en Italie. Pour pouvoir jouir de son viager, le beau-père du roi de France est alors contraint à renoncer définitivement au trône de Pologne, qui du reste est déjà occupé par Auguste III de Saxe. En contrepartie, le roi de France lui confie, pour le dédommager, la charge des duchés de Lorraine et du Barrois. Leszczyński crée à Nancy la fameuse Académie Stanislas, Société royale des sciences et des belles lettres, ainsi que l'école de médecine et le célèbre jardin botanique. Il s'évertue même à rédiger quelques ouvrages philosophiques et politiques et occupe la scène publique en entamant avec Jean-Jacques Rousseau une polémique au sujet de la volonté générale de la nation et de l'exercice du liberum veto en Pologne. Le Stanislas Leszczyński, qui acquiert le surnom de philosophe bienfaisant, débat donc avec Jean-Jacques à propos de discours sur les sciences et les arts qui avait été couronné récemment par l'Académie de Dijon. Stanislas réalise une synthèse assez originale entre sa religion catholique, son attachement à sa patrie lointaine, son ouverture aux tendances philosophiques de son temps, et dans sa réponse au discours de Rousseau, il dit, je cite, « L'amour de la patrie fait un bon citoyen
un bon citoyen fait la gloire de sa patrie. Stanislas Leszczyński n'est pas donc seulement le roi des Polacs, tel qu'il a été présenté par Voltaire dans son Candide, roi des Polacs qui se résigne à la providence. C'est quelqu'un qui forme des projets vertueux pour l'humanité et très tôt, il est perçu par certains hommes de lettres comme Chamfort, par exemple, ou Madame de Renéville, qui écrit un roman Stanislas, roi de Pologne. Il est perçu comme une personnalité du haut rang qui possède des qualités exceptionnelles. Les agents de Louis XV participent toujours aux intrigues de la cour en s'efforçant d'empêcher la Prusse, l'Autriche et la Russie de consolider leurs influences en Pologne. Mais tous ces efforts ne sont pas forcément couronnés de succès. Il a fallu attendre presque 10 ans pour connaître un nouveau rebondissement de la diplomatie française. Après la mort d'Auguste III, Stanislas Auguste Poniatowski est élu roi de Pologne grâce au soutien musclé de Catherine II. Ce roi philosophe protégé par la Russie n'est pas populaire dans les milieux de la noblesse anarchisante. Une révolution, un soulèvement de la noblesse, organisé par Kazimierz Pułaski sous le nom de la Confédération de Bar, éclate en 1768 en vue de chasser les troupes russes hors des territoires de la République. Les confédérés polonais remportent au début de nombreuses victoires et réussissent à anéantir certains garnisons russes. Mais la Confédération de Bar, privée de ressources nécessaires, se met à battre de l'aile. Elle renouvelle ses appels à la France, qui, cette fois-ci, semble être en effet entendue. Le ministre Choiseul fait figure d'un homme d'État qui croit qu'une Pologne forte peut contribuer à la grandeur de la France. Il envoie donc sur place un certain nombre d'officiers français et transmet aux confédérés d'importantes sommes d'argent. Presque en même temps, l'ambassadeur de France à Constantinople, Charles Gravier, comte de Vergennes, futur ministre de Louis XVI, réussit à jeter la Turquie contre la Russie. Parmi les officiers français qui combattent en Pologne, il y a les militaires, Claude Gabriel de Choisy, François-Auguste Bellecour, François-Christophe Kellermann, le futur maréchal de France, ainsi que le célèbre général Charles-François Dumouriez, qui en 1770 s'associe au complot contre le roi de Pologne et participe indirectement à la tentative manquée de son enlèvement. Un épisode assez connu dans l'histoire de la Pologne qui a beaucoup intéressé les intellectuels, les écrivains et aussi les hommes politiques français. Et motif qui trouvera un bon accueil aussi dans le roman. J'en parlerai plus tard. Pourtant, la bravoure d'une poignée d'officiers français ne peut remplacer l'envoi d'une armée de secours que les Polonais réclament en vain. Or, le duc d'Aiguillon, qui succède au duc de Choiseul, ne pense malheureusement qu'à se libérer de l'affaire polonaise, ce qui permet à Frédéric II de Prusse de convaincre la Russie et l'Autriche de la nécessité d'un partage de la Pologne. Le premier démembrement de la République s'opère en effet en 1772
sous le prétexte de protéger les orthodoxes et les protestants aux yeux de l'Europe surprise et de la France bouleversée mais passive. Dès lors, les années s'écoulent, en laissant la Pologne se débattre contre ses trois puissants voisins qui la menacent sans cesse de nouveaux empiétements sur son sol. Il faut dire qu'en dépit de la pression étrangère, ce pays dépiécé se remet moralement de ses défaites. Sous l'impulsion de ces grands patriotes et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il ose proclamer la mémorable Constitution du 3 mai, qui est la première loi de cette envergure votée en Europe et la deuxième après les États-Unis. Tadeusz Kościuszko, futur héros des luttes pour l'indépendance américaine et ami de Lafayette, donne le signal de l'insurrection et inflige les premières pertes aux Russes. Une démarche des patriotes polonais auprès du Comité du salut public à Paris ne sert cependant pas à grand-chose. Le second démembrement de la Pologne intervient en 1793 sans qu'on ait eu le temps de mettre en application les réformes prévues par la Constitution. Certes, l'Assemblée nationale accorde à Kościuszko le titre honorifique du citoyen français, mais cette sympathie ne débouche pas sur une action concrète. L'opinion française est surtout préoccupée par ses propres problèmes. Une fois rentré en Pologne, Kościuszko appelle de nouveau ses concitoyens aux armes, remporte même plusieurs victoires éclatantes sur les Russes, mais l'an 1794 voit déjà sa défaite face à un adversaire qui possède une écrasante supériorité numérique. C'est ainsi que survient le troisième et dernier partage de la Pologne, qui condamne ce pays à une longue période de non-existence étatique, jusqu'à 1918. Voilà en bref l'histoire d'une alliance précaire entre une monarchie absolutiste en passe de devenir une république et une république sarmate qui devait inévitablement révéler au monde le pitoyable spectacle de sa destruction. Sur le canevas des événements politiques et diplomatiques évoqués ci-dessus se tisse une multitude de récits hétéroclites, tout un faisceau de textes. Impossible de rendre compte de la spécificité de tous ces textes parus en France, faisant le cas de la Pologne et des Polonais. Le corpus susceptible de faire l'objet de nos réflexions devrait contenir aussi bien les traités, les pamphlets politiques, que les mémoires et les œuvres de fiction. De même que la grande histoire est structurée par les dynasties, les insurrections, toute une série de dates, l'histoire des textes littéraires, elle, fonde sa cohérence sur la constance des formes langagières, des figures, des lieux communs. La représentation mentale d'un pays étranger se trouve configurée au gré des circonstances, en séquences, en combinaisons diverses, en discours sans cesse renouvelés. Et comme c'est précisément la mise en discours qui lui imprime un sens à chaque fois reformulé, c'est dans cette variation diachronique de ces manifestations, et non pas dans la fixité du lieu commun, qu'il est passionnant de l'explorer. On peut d'abord souligner l'étonnante carrière du beau Polonois et de la belle Polonaise. Je pense ici au roman du XVIIe de Prešák, Jean Prešák, carrière favorisée par l'irruption en France d'un passé antique slave qui alimentait la nostalgie de l'âge d'or des prétendus Sarmates. Les figures impressionnantes de guerriers et d'Amazones sont en effet celles qui investissent beaucoup de récits,
dont les plus célèbres semblent être Le Beau Polonois, nouvelle galante de Jean de Bréchac, ainsi que le faisceau impressionnant de romans sur Wanda, héroïne polonaise, reine mythique de Pologne, issue de nombreuses compilations des annales, ou bien encore les mémoires de la comtesse Lińska, histoire polonaise de Milon de Laval, qui introduisent pour de bon la figure de la femme polonaise héroïque, prise dans le tourbillon des déchirements et des péripéties qui secouent son pays. Mais c'est la Confédération de Bar de 1768, comme vous l'avez aussi très bien noté, qui contribue en France de manière décisive au remodelage de configurations symboliques, en inaugurant de surcroît toute une série d'écrits polémiques sur la Pologne. Cet événement politique qui s'apparente à une petite révolution, dirigée, rappelons-le, contre la royauté imposée et les puissances ennemies, possède en outre la puissance de révéler au public les traits de France, une véritable dichotomie de la société française elle-même, laquelle connaît de sensibles transformations sociales bien avant l'époque révolutionnaire. L'opinion savante se trouve ainsi divisée en deux camps. La secte des philosophes d'un côté et les amis de la République sarmate de l'autre. Rappelons que les bouleversements provoqués par les confédérés de Bar en révolte ont été précédés dès l'année 1767 par la parution de deux textes. Le discours aux confédérés catholiques de Kamieniec et un essai historique et critique, tous les deux publiés par Voltaire sous le double pseudonyme de Major Keyserling et Joseph Bourdillon. En fait, après le manifeste de Catherine II, qui prend en protection les protestants dissidents, il faut une raison légitime, bien sûr. En envoyant ses troupes à Varsovie, Voltaire, mais aussi d'Alembert, Helvétius et Diderot. À propos de Diderot, je nuancerai, mais ça m'amènerait très loin. Attendent que les hommes évolués de Pologne prennent la bannière de l'anticléricalisme afin d'extirper de leur sol le papisme, raison évidente de tous les malheurs. Voilà le discours de la secte philosophique. La réplique venant du camp adverse ne se fait pas attendre. L'abbé Mably, Gabriel Bonneau de Mably, commence à rédiger dès 1768 à l'intention du comte Wielchowski, ministre plénipotentiaire de la Confédération de Bar en France, ses observations sur la réforme des lois de la Pologne. Durant de longues années, Mably s'informe, rassemble ses notes, les corrige, se rend même en Pologne, en vue d'un ouvrage qui paraîtra dans sa forme définitive seulement en 1781, sous le titre du gouvernement de Pologne. Il n'est pas le seul à vouloir défendre la cause des confédérés insurgés. Avec beaucoup de nuances, cependant, parce que Mably est très lucide. Lors de son voyage en Pologne, il n'est pas toujours aussi enthousiaste qu'avant son voyage. On cite à un moment donné, il rencontre un Saxon et il lui demande « Dites-moi, où sont ces républicains dont j'ai tant entendu parler ?» Et le Saxon lui répond « Il paraît que les Russes les ont tous tués. » Mais il appartient à ce camp d'enthousiastes
Un autre représentant des lettres françaises, historien de goût et diplomate de métier, Claude Carloman Rullière, devient lui aussi un fidèle de la République sarmate et de ses élans libertaires. Voilà donc l'ambiance dans laquelle le grand Jean-Jacques Rousseau se penche sur les affaires polonaises. Il est d'ailleurs très rare, quand on considère les écrits théoriques, législatifs de Rousseau, qu'il prenne vraiment position par rapport à un fait politique donné. Et il fait deux exceptions, l'une pour la Pologne, l'autre pour la Corse. N'oublions pas que Rousseau avait de la Pologne une image très vague. Mais la République sarmate sert non seulement aux rivalités des cours, mais aussi à la philosophie militante qui vient d'offenser l'auteur de la Nouvelle Héloïse au cours des querelles de l'Ermitage. Il est piqué au vif. Et il ne tarde pas à choisir son camp. C'est le camp de Mably et de Rullière, évidemment, le camp de sympathie pour la Pologne. Il entre très vite en contact avec Wielhorski, dépouille tout un recueil de documents nécessaires et se met à esquisser les premières lignes de ses considérations sur le gouvernement de Pologne, qui paraissent en 1770. En réalité, cet ouvrage évoque un aspect pragmatique, sinon pratique, du contrat social esquissé par Jean-Jacques Rousseau et ne peut être interprété qu'en liaison avec la théorie politique de Jean-Jacques. Il y apparaît que la Pologne possède toutes les chances d'instituer l'antidote à la décadence européenne et de promouvoir l'idée prophétique de la nation. Pour la République sarmate, il n'y a pas d'autre issue, aux yeux du philosophe de Genève, que de persévérer dans la différence, c'est-à-dire choisir un chemin solitaire et unique. L'isolement, loin d'être une entrave, se présente alors pour lui comme une valeur en soi que l'on doit cultiver. Il s'agit ni plus ni moins que d'un vrai renouvellement de l'idée de la nation fondée sur la base des traditions antiques. Rien d'étonnant donc que le système rousseauiste enclôt le monde choisi en le protégeant surtout contre les dangers du dedans et en négligeant quelque peu les dangers du dehors. Ils vont vous avaler, dit-il, mais faites en sorte qu'ils ne puissent pas vous digérer. À la faveur de cette philosophie, Jean Fabre nous rapporte les paroles trouvées par lui-même dans le journal du Bas-Rhin, où le projet de Rousseau avait été présenté comme, je cite, le plus beau roman qu'il ait encore paru. Toutes ces circonstances se révèlent être constitutives, avec cette prise de position de Jean-Jacques, constitutive d'un mythe républicain polonais qui dispose très vite de ses avatars littéraires. Nous savons depuis longtemps que deux personnages publics et écrivains à leurs heures de loisirs, Jean-Paul Marat, le célèbre sanguinaire Marat, l'ami du peuple, futur ami du peuple, et Jean-Baptiste Louvet, ont été précisément formés à l'école sentimentale et citoyenne de Jean-Jacques Rousseau. Leur roman
écrit à peu près à la même époque, à une douzaine d'années d'intervalle, 1776-1789, démontrent parfaitement, à travers leurs factures complexes, ce que nous appellerions volontiers la fonctionnalité du motif polonais. Il se trouve en effet que ces deux récits, les aventures du comte Potowski de Marat et les amours du chevalier de Faublas, ont constitué pour les auteurs un véritable laboratoire imaginaire d'idées, un écran du possible et du réalisable sur lequel se projette le rêve de jeunes romanciers. Rêves les plus intimes et les plus fous. Je dirais que le roman de Louvet a été placé par Etienne dans le tome 2 de la Pléiade, à côté des plus grands romans de Crébillon-Fils, de Duclos ou de Vivant-Denon. Le roman de Marat est moins connu, mais ce qui est intéressant, c'est que ces deux auteurs de romans polonais vont se transformer en deux hommes accoucheurs du destin de la France lors de la période révolutionnaire. Certes, nous n'avons pas le temps d'en disserter ici. Voilà pourquoi nous rappellerons l'essentiel. La construction de ces deux textes formateurs tissés autour de la Pologne repose dans l'un comme dans l'autre cas sur une hypothèse politique et sociale. Hypothèse républicaine, chère à la bourgeoisie éclairée de propension constitutionnelle d'une part, c'est Louvet, et hypothèse jacobine et radicale à variante uniformisante qui correspond aux aspirations anti-bourgeoises et insurrectionnelles. C'est Marat. Ce qui est investi dans ces deux romans va se muer plus tard en action politique en influant le cours des événements réels. Louvet et Marat n'ont pas bien fini. Le premier est mort avec un mot de capitulation sur ses lèvres, le second, le poignard dans le cœur. Je suis conscient d'évoquer ici un contexte extra-littéraire, biographique, et le rêve polonais nourri par ces deux romanciers révolutionnaires s'ouvre au-delà de la littérature sur le sens ultime de la vie et de son action. Il est d'ailleurs intéressant de voir comment, au cours du XVIIIe siècle, le mythe polonais se libère des contingences historiques qu'il avait initialement engendrées. Inspiré et généré par les événements authentiques de la Pologne, il décolle en même temps vers un avenir fécond, un autre part fabuleux. De manière prémonitoire, Faublas, qui est le héros du roman de Louvet, redressé par son beau-père Lowzinski, devance l'histoire, même si en définitive il se fait rattraper par elle. Une trentaine d'années séparent la confédération de Kazimierz Pułaski de l'insurrection de Tadeusz Kościuszko, alors que ces deux héros appartiennent à la même génération, celle des militants républicains. Je ne vais pas entrer ici dans tous les détails, le temps passe. Je dirais simplement que les dernières années du siècle des Lumières nous font apercevoir un changement d'esthétique qui autorise un nouveau type de représentation littéraire, le roman noir, composé selon la formule anglaise, dont la mode se répand vite au cours des années du Directoire, fait entrevoir une dimension effrayante et menaçante, car il s'apparente à certains égards au fameux supplice de Justine de Sade. Poliska ou la perversité moderne, mémoire récente d'une polonaise, fut un roman publié en 1798
C'est le roman de Révérony Saint-Cyr qui a connu un grand succès. Et il suffit de rappeler à ce sujet les tribulations insolites des autres polonaises, comme la comtesse Liska, ou la séquestration de la célèbre Lodojska dans le château de Durlinski, deux prototypes de Poliska condamnés à braver les infortunes du monde gouverné par les hommes usurpateurs. C'est donc la figure de la femme emprisonnée et martyrisée, qui s'associe facilement à celle de la femme émigrée, qui commence à se ménager une place dans l'univers romanesque du siècle finissant. L'émigré est un autre douloureusement marqué par ses origines, qui renvoie les Français à leur propre drame, à leur propre déchirement. À ce titre, il s'impose comme un excellent personnage de roman susceptible d'éveiller tous les rêves et les fantasmes relatifs au monde étranger dont il est issu. Je ne vais pas vous décrire toutes les tourments de Poliska, qui d'ailleurs dans la sonorité évidemment rappelle Polska, la représentante de la Pologne. Révérony a-t-il été le seul à avoir tissé son récit autour de l'image d'une Polonaise? Non, il y en a eu d'autres, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Dans le cas de Poliska et d'une autre héroïne martyrisée, Floriska, la vision du monde est volontairement rétrécie. Le décor national polonais s'affirme avec peine, l'histoire narrée frise l'invraisemblable. L'on voit bien que là encore, les divers textes à thématique polonaise s'interpellent à l'intérieur d'un même horizon culturel. De manière générale, toutes ces évocations littéraires, récits de voyage, fictions diverses, redonnent systématiquement à l'histoire ce que cette dernière leur avait magnanimement prêté. Certes, elle reflète la réalité, mais l'image qu'elle nous offre est sensiblement réfractée. L'histoire factuelle génère la fiction, mais bientôt la fiction impacte à son tour l'histoire réelle. Voilà pourquoi l'importance du rêve romanesque reste incommensurable. En se greffant sur l'actualité et en la transposant sous forme de fiction, il a pu aider ses contemporains à mieux comprendre le présent, à déchiffrer le passé et, dans certains cas exceptionnels, à inventer l'avenir. Merci.